de m'inviter. Merci beaucoup Alessandro et Tristan de m'avoir convié ici. Pas seulement, je pense, parce qu'il fallait bien trouver une femme. On reste à rappeler le problème. Bon, je vais faire semblant de ne pas envisager cette hypothèse. Alors, la première chose que j'ai à dire par rapport à cet endroit, par rapport à cet espace, bon, je ne sais pas vous, mais c'est toujours un peu compliqué de discuter de sujets politiques aussi brûlants, historiquement et pour le présent, dans une salle qui s'appelle François Furet. Pour moi, c'est vraiment contradictoire dans les termes, donc je m'étais dit qu'une des pratiques justement concrètes qu'on aurait pu mettre en œuvre à l'issue de cette discussion, ce serait de débaptiser ce lieu. Je m'étonne que ça n'ait pas été fait, étant donné que ça a déjà été fait, mais justement, c'est toujours là. Et pas forcément, alors parce qu'en 68 ça a été beaucoup fait, hein, mais on appelait les amphis Che Guevara, voire, au risque de vous choquer, moi aussi ça me choque a posteriori puisqu'il est devenu, mais Dan et Cohn-Bendit, mais à l'époque on savait pourquoi. Non, moi je pense qu'il faudrait le rebaptiser d'un nom collectif justement, hein, et pourquoi pas d'un nom qui soit véritablement une autonomie. Bon, c'est la première chose. Alors la deuxième chose, je voudrais exprimer aussi la joie d'être ici, enfin en fait l'émotion d'être ici, parce que il se trouve que à mes yeux, et on va pouvoir continuer à discuter de cette idée même d'autonomie, hein, je suis pas sûre qu'elle soit absolument juste à tout moment et à tous égards pour qualifier ce qui se dit ici, mais dedans il y a des camarades et des amis. Je pense que c'est peut-être ce qui fait un des piliers de l'autonomie, c'est cette idée de la camaraderie. Et ce qui, du coup, je dis un mot personnel à ce sujet, parce que, quelle que soit la proximité ou l'intensité des liens entre nous ici, et des histoires communes, ce qui me frappe dans je ne sais pas comment l'appeler, c'est ni un courant, ni une mouvance, ni rien du tout, en tout cas, dans cet esprit de camaraderie, c'est une cohérence d'existence. Une cohérence d'existence. Voilà. Et je pense que c'est peut-être l'un des lieux où c'est le plus frappant, l'un des lieux politiques où c'est le plus frappant, c'est-à-dire, et là on est peut-être au cœur en effet de la praxis, c'est de mettre en ajustement la théorie et les pratiques, mais au sens de pratique d'existence. Et moi je dois dire que pour ça j'ai une véritable affection politique et même si le mot est un peu grandiloquent, une forme d'admiration. Et aussi une forme de dette, et on pourra reparler du rapport entre passé et présent, une forme de dette, alors pas du tout au sens d'un fardeau, d'un fléau, de quelque chose qu'il s'agirait de porter comme une croix, et dont il s'agirait d'opérer une espèce de contre-don, mais c'est une dette légère, quoi. C'est une dette joyeuse, mais c'est une dette politique importante. Et notamment à l'égard de ceux qui sont à cette table, ou devant moi, et qui sans parler du tout de sacrifice, parce que c'est vraiment un mot qui est beaucoup trop empreint de sacralité et de religiosité pour être adéquat, mais qui sont allés justement très loin pour l'émancipation, et donc on leur doit à cet égard. Et un mot aussi plus directement personnel, parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire d'une manière un peu à la fois publique et politique, puisque dans cette rencontre, il est beaucoup question de transmission, de passation, etc. Même si je suis plus vieille que lui, je dois beaucoup à Mathieu qui est là, puisque je le connais depuis très longtemps. Tu peux... Je regarde mes pieds. Mais... Ouais, regarde tes pieds. Non mais c'est important, d'ailleurs tout à l'heure Oreste a parlé de Jacob Taubes. Je ne m'attendais pas finalement à ce que ce nom surgisse. Ça fait partie des très nombreux auteurs que Mathieu m'a fait découvrir. Et il y a un livre important de Jacob Taubes qui s'appelle En divergent accord. En divergent accord. Alors, indépendamment même du contenu de ce texte, puisqu'il s'agit d'une discussion entre Taubes et Carl Schmitt, donc il ne s'agit pas du tout de faire des rapprochements politiques ici, mais ça me semble être une formulation qui va bien au-delà d'une phrase. Voilà. C'est-à-dire que comment faire lorsqu'on a des désaccords politiques pour rentrer donc, dans une divergence qui soit aussi un accord. Moi, pour ma part, je ne viens pas du tout
de l'autonomie politique, je viens plutôt de courants marxistes, je ne sais pas très bien les qualifier là non plus, parce que j'aime pas beaucoup les qualificatifs, mais quelque part entre Trotsky et Rosa Luxembourg. Et en fait, la rencontre avec des camarades et amis, c'est pas anodin que l'un des livres du Comité Invisible s'appelle « À nos amis », comme Mathieu, permet en fait d'opérer justement des déplacements, et des formes aussi de rencontres politiques fortes, qui créent aussi des émancipations qui sont collectives, mais aussi individuelles. Alors c'est d'autant plus important d'en parler aujourd'hui. C'est passionnant de voir à quel point finalement cette rencontre prévue depuis longtemps vient percuter le présent et faire en sorte que ça soit justement tout autre chose qu'une discussion théorique ou épistémologique. Tous ceux qui ont parlé jusqu'à présent ont bien restitué cette dimension de consistance politique. C'est que d'un côté, on est face en effet à une ignominie, qui est l'extradition de Battisti, ce qui signifie justement une vengeance d'État, mais un passé qui ne parvient pas justement à passer du point de vue de cette vengeance d'État. Et donc qui traduit justement cette détestation farouche et féroce, alors même que, je pense à un texte qu'avait écrit Eri De Luca il y a quelques temps, qu'il fallait pouvoir justement respecter le passé en le refermant dans une certaine mesure. Et puis évidemment l'autre dimension extrêmement politique qui fait que cette rencontre est véritablement vive et pas seulement théorique, c'est bien sûr la situation politique qui nécessite qu'on discute justement de stratégie qui nous place au cœur d'une violence d'État, d'une violence d'État qui atteint ici une forme d'acmé parmi d'autres, et qui pose aussi les questions soulevées par l'autonomie, c'est-à-dire tout ce qui permet de s'auto-organiser. Ça a été rappelé tout à l'heure par Alessandro, la question de ce mouvement qu'on peut appeler, là aussi il n'y a pas forcément besoin d'étiquette pour ça, qu'on peut appeler peut-être insurrection, qu'on peut appeler révolte, qu'on peut appeler soulèvement, mais qui pose des questions essentielles d'échapper. Hein, comment échapper à l'emprise de l'État, comment échapper aussi à l'emprise des récupérations, comment échapper aussi à la question des autoproclamations de dirigeants. Et ça, jusqu'à présent, tu l'as souligné avec force, Alessandro, jusqu'à présent, ce soulèvement est parvenu à se poser en autonomie radicale par rapport à toute forme, justement, de récupération politique. Et je crois que les enjeux qui sont posés là, c'est-à-dire révéler une violence d'État, révéler une violence d'ordre, révéler un ordre, la révolte révèle dans une certaine mesure, et poser des questions sur l'autonomie d'assemblée. Je pense à ces textes qui ont circulé sur la nécessité d'assemblées populaires pour renouer finalement avec une expérience de commune. Elles sont essentielles par rapport à ce qu'on vient de dire et ce qu'on peut discuter ce soir tout particulièrement. Alors par rapport à la manière dont, en particulier Alessandro et Tristan ont conçu cette rencontre, hein, j'ai relu évidemment le texte qui essayait de définir les enjeux. Il y a la question de ce que je crois, Tristan, tu as appelé le retour de l'autonomie. Ce que vient de souligner aussi David, c'est-à-dire la façon dont ponctuellement il y a des formes de ressurgissement, d'irruption. Moi, pour l'instant, de toute façon, je ne peux ici que poser des hypothèses ou des questionnements ou des doutes, en tout cas des interrogations. Je ne suis pas absolument certaine qu'il s'agisse de retour. En fait, je ne suis pas absolument certaine qu'il y ait forcément une continuité, une linéarité. Qu'il y ait des reprises d'héritage, sans doute, mais je pense qu'il y a aussi un vrai surgissement de quelque chose qui est nouveau. Et d'ailleurs, alors même si malheureusement je vais pas pouvoir, parce que je vais devoir partir trop tôt à mes yeux, je vais pas pouvoir entendre notamment ce que dira Mathieu, mais je pense par exemple qu'entre vous deux, il y a des approches qui sont très différentes, qui en fait mettent à distance l'idée d'autonomie en tant qu'elle pourrait réunir des pratiques qui sont à la fois différentes et qui convergent. Donc autant toi tu as pu souligner à l'instant qu'il y a bien un retour
d'une tradition qui vient de l'autonomie ouvrière italienne, autant je ne suis pas sûre, par exemple, que du côté de ce qu'on peut lire et voir avec Tikkun, puis ensuite avec le comité invisible, par exemple, il y ait ce même héritage. Enfin, bon, ça fait partie de la question. En revanche, je pense que le point commun, c'est sans doute ce qui réunit, ce qui fait l'axe de la rencontre, c'est la praxis. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, là aussi une cohérence politique dans la volonté d'ajuster des existences à une aspiration à l'émancipation. Et ça, finalement, c'est très rare. Et ça tient aussi à ce que disait Oreste tout à l'heure, c'est-à-dire le refus de différer. C'est-à-dire le refus de penser que l'émancipation, c'est toujours pour demain, quoi, pour l'avenir radieux, quoi. C'est plutôt être ici et maintenant. Et ça, c'est en effet fondamental, et qui vient rompre avec l'essentiel des cultures politiques qui se réclamaient de l'émancipation ouvrière, du marxisme révolutionnaire, mais qui repoussaient le moment de l'émancipation à la révolution et à la question de la prise de pouvoir. Alors, encore une fois, je ne suis pas certaine que le terme d'autonomie soit absolument adéquat pour désigner toutes les pratiques dont on parle, puisque précisément, employer une catégorie, un étiquetage, c'est déjà peut-être sombrer dans un travers policier, hein, c'est-à-dire la volonté d'identifier, la volonté de nommer, de qualifier, de caractériser. Tout à l'heure, David a cité Agamben. Dans la communauté qui vient, il y a justement cette volonté de refuser les catégories, hein, pour reprendre ces termes, refuser les prédicats, les statuts, les catégorisations, les assignations à résidence identitaire. Et donc, je reprends une de ces formulations, être en manière de toujours s'engendrer dans le présent pour échapper justement à toutes les formes d'enrégimentement et pour troubler le pouvoir et son acharnement, justement. Échapper aux catégories, c'est déjà troubler l'ordre qui veut nous assigner à une identité. Alors, voilà. Pour autant, évidemment, il y a eu un moment alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas forcément, par exemple, l'opéraïsme, c'est pas d'abord une autodésignation. C'est toujours la question de la façon dont on retourne ce qui est à l'origine un stigmate, ce qui est employé par l'ennemi. Et dans le cas de l'autonomie ouvrière italienne, il y a bien eu une manière de se revendiquer comme autonome. Et là, je crois qu'on a en effet, dans la discussion, ça a été rappelé, c'est quelque chose de fondamental, c'est la nécessité, comme l'a fait Alessandro dans son livre Allées de rêve, allées de plomb, c'est une manière déjà de nécessairement dissocier l'Italie des années 60-70 de la caractérisation qui en a été faite par ses adversaires, c'est-à-dire les années de plomb. Une manière justement de plomber une période qui a été en réalité une période très lumineuse d'insubordination, notamment d'insubordination ouvrière, d'émancipation, d'auto-organisation, de lutte absolument exceptionnelle. Et donc les réduire et finalement les écraser, les abattre dans une formulation comme les années de plomb, déjà une manière d'assassiner ce qu'a été ce passé-là. De la même manière, de réduire l'autonomie ouvrière à la lutte armée, qui n'a jamais été une finalité ou une fin en soi, mais qui a été une pratique, parmi d'autres. De même, ne pas réduire l'autonomie italienne de cette période aux brigades rouges, malgré leur rôle absolument essentiel. Et de même, ne pas réduire les brigades rouges à l'assassinat finalement d'Aldo Moro. Donc ça, c'est très important, et puis ça pose la question du bilan, parce que le bilan, il ne s'agit pas de tenir des comptes, de faire une espèce de balance des paiements, mais de s'interroger en fait politiquement sur cet héritage, parce qu'à la fois, en effet, ça a été porteur d'espoir extrêmement vif et qui demeure, de lutte extrêmement intense, et puis d'un autre côté, comment on en est arrivé, alors même que l'autonomie
italienne était profondément ancrée dans la classe ouvrière. Comment en est-on arrivé à un processus d'isolement, alors qui s'explique évidemment par des raisons proprement extérieures à l'autonomie elle-même, c'est-à-dire la violence de la répression étatique, acharnée, impitoyable, implacable, une violence qu'on n'imagine même plus aujourd'hui, même si elle ressurgit ici ou là, et puis aussi le processus d'intégration à l'État de ce qui a été un autre ennemi de l'autonomie, à savoir le Parti communiste italien. Et je pense qu'il faut quand même se poser cette question de l'entrée en isolement et de raisonner politiquement sur ces raisons. Maintenant, moi, j'interviens pour aussi faire la transition avec ce qui va être dit par Alain et par Mathieu sur la question de ce qui s'est passé en France et puis de la manière dont cette question de l'autonomie est reprise aujourd'hui. Encore une fois, il me semble que, bien que Tristan les ait cités ensemble, entre période et tikkun, je crois qu'il n'y a pas directement de rapport. Enfin, en tout cas, on peut s'interroger sur les rapports. Je pense qu'il y a des matrices communes, mais en tout cas, la question qui se pose, c'est le rapport justement à l'analyse des rapports sociaux, des rapports d'exploitation, tout simplement l'analyse, le lien avec le marxisme. Il me semble qu'il y a là deux chemins qui se séparent dans une certaine mesure. C'est-à-dire d'un côté un courant autonome qui va peut-être toujours se revendiquer et rendre vivant un marxisme libertaire, donc il n'abandonne pas justement ce rapport à la classe que tu as souligné, David, en le rendant central. Et puis un courant qui va au contraire considérer que le marxisme a été situé historiquement, mais qu'il a fait son temps, et qu'il n'est plus, ni à titre philosophique, ni à titre théorique, ni à titre économique, une matrice pour expliquer les rapports de force aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire quel rapport entre l'ouvrier, quelle que soit la manière dont on le qualifie, ouvrier masse, et le Blum. En fait, là où le clivage de classe, d'un point de vue marxiste, passe... voilà, c'est un clivage de classe, il passe là où on sait, du point de vue du rapport de force capitaliste. Le clivage du Blum, il passe en chacun de nous. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça soit incompatible. Ce qui est expliqué dans Théorie du Blum, notamment, c'est que cette schizophrénie, ce qui fait que voilà, il y a une part de nous qui finalement est assignée et résignée à ce que le capitalisme veut faire de nous, et une part de nous qui s'insurge, qui se rebelle, qui n'accepte pas, cette schizophrénie, le capitalisme en aurait besoin. Bon, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une question essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du marxisme et des rapports de classe sociale. En même temps, il y a quand même, bien sûr, des liens, malgré la divergence de ces deux chemins. Et justement, ces liens, on peut les trouver sur les chemins. On peut les trouver, par exemple, sur les chemins des ZAD. J'ai en tête ce qui s'est dit beaucoup à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire nous entretenons un tout autre rapport au bois, au bocage, au chemin, aux humains qui les habitent, aux histoires qui les traversent. Et ça peut faire aussi écho à ce qu'on lit À nos amis, c'est-à-dire, alors j'essaie de citer de mémoire, mais chaque plaine stérile, chaque disparition d'espèces, chaque marée noire, et l'image de nos âmes en lambeaux. De nos âmes en lambeaux. En fait, il y a une manière justement de créer, par-delà cette divergence théorique et politique qui me semble quand même tout à fait fondamentale, mais de créer des formes de vie, de se les réapproprier et là c'est là peut-être que les questions stratégiques se posent, soit par des lignes de fuite, comme par des échappées, soit par un retour à une forme de centralité de la lutte qui crée une fonction de révélation. En fait. De toute façon, là ce à quoi on est en train d'assister actuellement, c'est une révolte au minimum, et cette révolte, elle révèle justement un ordre social où il s'agit de passer aussi à l'offensive, comme le font les camarades de longue date, à la fois par ce qui a été rappelé tout à l'heure sur le cortège de tête,
Cortège de tête à laquelle on peut appartenir sans forcément être enfermé dans une identité, justement, qui serait l'identité Black Bloc, l'identité autonome. Et c'est ça qui a été vraiment frappant avec une accélération ces dernières années, c'est que beaucoup se sont retrouvés dans cet espace politique et le cortège de tête, sans forcément avoir été à l'origine en adéquation avec ce qui le dessinait au départ. Et puis c'est aussi, bien sûr, se réapproprier des lieux de vie, des squats, pratiquer les autoréductions. Donc tout ce qui peut justement rendre adéquates nos vies avec ces aspirations. Et peut-être que le point commun, encore une fois, par-delà ces divergences, c'est le communisme. Tout a failli, vive le communisme. Je pense que c'est plus qu'un titre, c'est plus qu'un slogan, c'est plus qu'une phrase ou une formulation. C'est un enjeu d'actualité extrêmement fort et qui me permet de conclure. Alors, il ne s'agit pas du tout de l'enrôler dans l'autonomie, mais tout ça me fait penser qu'en fait, la distinction qu'opère Rancière entre police et politique, elle est décidément opérante. Voilà. Et elle est tout particulièrement aujourd'hui. C'est-à-dire que la police, ça m'y a fait penser quand je t'ai entendu, David, sur le circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, la police, c'est une manière de gouverner par la brutalité du circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire dégager, bonnes gens, de toute façon, le gouvernement s'occupe de tout. Là où la politique est l'exercice de la capacité commune à tous. Et c'est peut-être ça qui définirait le mieux l'autonomie en tant que c'est une manière de se réapproprier la chose qui nous est commune.